Merci pour votre invitation, merci au laboratoire de cyberjustice et à Facile pour cette invitation à Montréal. Je suis très heureuse de pouvoir échanger un peu sur les problématiques de surveillance qu'on peut trouver en Europe et ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent par rapport à ce qu'a dit Geneviève, et je pense que j'étais d'accord. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à peu près équivalentes en France. Je vais surtout parler de la France parce que c'est ce que je connais le mieux par rapport à tout ce qu'il y a en Europe, vu que je travaille principalement en France. Donc la Quadrature, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association française qui défend les droits et libertés dans le numérique. Donc en fait, c'est tellement large aujourd'hui qu'on essaye quand même de... Parce que, bon, le numérique aujourd'hui, ça recoupe tout, donc on essaye de circonscrire un petit peu, mais on travaille énormément sur tout ce qui est toutes les problématiques de surveillance, que ce soit la surveillance d'État ou la surveillance des entreprises, qui sont, comme Geneviève l'a très bien dit, totalement liées. Moi, j'ai beaucoup parlé, je pense que ce que Geneviève a dit sur la surveillance privée, on a exactement les mêmes problématiques, des entreprises, quoi. On a exactement les mêmes problématiques en Europe et en France. De toute façon, on a les mêmes entreprises, en fait. Donc, en fait, voilà, les choses sont très proches. Donc, j'ai plutôt parlé de la surveillance d'État, qui diffère un peu, mais bon, se rapproche quand même pas mal aussi. Donc, moi, je suis arrivée à la Quadrature en 2015. Je pourrais vous faire un catalogue des lois sécuritaires adoptées en 2013, je ne vais pas le faire. Enfin, depuis 2013, je ne vais pas le faire, il y en a eu 5. Sans compter la mise en place de l'état d'urgence et 6 renouvellements de l'état d'urgence depuis novembre 2015, suite aux attentats du Bataclan. Dont 2 qui étendaient le champ d'application de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est vraiment un état où on n'est plus vraiment dans l'état de droit. Et donc on a beaucoup de pouvoirs qui sont donnés à la police, à l'administration, sans passer par le juge, pour restreindre les libertés des gens. Aujourd'hui, il y a une 6e loi qui est en train d'être adoptée et qui se pose comme seconde loi de sortie de l'état d'urgence, parce qu'il y en avait une qui avait déjà été adoptée, une loi pour sortir de l'état d'urgence. Entre-temps, il y a eu un attentat à Nice, donc on est en train d'adopter une 2e loi pour sortir de l'état d'urgence. Autant vous dire que s'il y a un attentat d'ici le mois de novembre, je pense que là, on aura une loi, plus encore un renouvellement de l'état d'urgence. Bon. Voilà. Et pourtant, on a un arsenal, un droit pénal qui est quand même avec énormément de choses dedans qui permettent de surveiller, de mettre sous... de lutter contre le terrorisme, en fait, en prévention voilà. Et on a donc un droit pénal qui est largement suffisant. On a un renseignement, des lois, un système de renseignement qui est aussi largement suffisant, mais il faut quand même, a priori, l'état d'urgence et une restriction des libertés très forte, d'après les gouvernements. On vote ces lois sans faire aucun bilan, aucune évaluation des lois existantes. Donc on rajoute des lois. Je vous dis, on a la 6e loi, sans compter l'état d'urgence, depuis 2013. À chaque fois, toutes ces lois restreignent un peu les droits et libertés. Mais on n'a fait aucune évaluation du droit existant, de l'efficacité du droit et de la nécessité réelle d'adopter de nouvelles lois. On impose, à chaque fois, le gouvernement arrive avec en expliquant qu'il faut cette loi, parce que sinon on ne peut rien faire pour lutter contre le terrorisme. Mais en fait, au nom du terrorisme, on est en train de restreindre, comme une peau de chagrin, les libertés fondamentales, qui ne s'appliquent pas que au terrorisme, mais qui s'appliquent à tout, qui s'appliquent aux activistes. On l'a vu notamment pour l'état d'urgence qui a été adopté contre le terrorisme, mais finalement qui a permis d'empêcher de manifester des activistes, mettre en j'ai le mot anglais, c'est terrible. En house arrest, assignation à résidence, tout un tas de gens qui ne sont absolument pas des terroristes. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus large que simplement le terrorisme. Alors, on avait une loi sur la surveillance qui datait de 1991. Et suite aux révélations Snowden, le gouvernement s'est dit mince,
notre loi qui date de 91, elle n'est pas vraiment d'actualité. On a des pratiques qui sont probablement pas tout à fait liées, enfin, conformes à la loi. Donc, faisons une nouvelle loi pour légaliser ce qu'on fait. Entre-temps, donc ils ont commencé à préparer cette loi. Entre-temps, il y a les attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Et tout a été un peu précipité. Le gouvernement a présenté son projet de loi beaucoup plus rapidement que prévu. Donc voilà. L'idée donc était de légaliser et éventuellement de laisser plus de marge de manœuvre pour la suite. Alors cette loi pose un certain nombre de problèmes. D'abord, il y a un champ d'application qui est extrêmement large. Pendant tous les débats sur la loi renseignement, tout était focalisé sur le terrorisme. En réalité, le champ d'application est beaucoup plus large que le terrorisme, évidemment. Il y a donc évidemment terrorisme, crime organisé, mais il y a aussi les intérêts économiques, industriels et financiers de la France. Donc là, on n'est pas du tout dans le terrorisme, on est dans l'espionnage industriel économique. On est dans les engagements européens et internationaux de la France, sachant qu'on est dans l'Union européenne et que la France a beaucoup d'engagements internationaux dans tous les domaines, que ce soit sociaux ou autres. Donc du coup, c'est du renseignement en fait, qui est possible dans tous les domaines. Voilà, enfin, donc il y a les violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Geneviève prenait l'exemple tout à l'heure des manifestations pour le Québec indépendant. On peut avoir le même genre de choses en France sur la Bretagne libre ou Pays Basque libre ou la Corse libre. Enfin, on pourrait exactement avoir le même genre de problèmes qui se posent. Mais bon, je prends cet exemple-là, mais enfin, voilà, c'est pour juste vous dire que ça rentre dans tous les... C'est vraiment un champ d'application très large. Avec des techniques très vastes. Geneviève parlait des IMSI catchers qui ont été donc légalisés dans la loi renseignement donc en 2015. Et notamment, bon, parmi toutes les techniques, il y a des systèmes de boîtes noires qui existaient en fait, qui sont des sondes en fait, qui permettent de collecter tout le trafic sur le réseau en temps réel. Donc ça existait déjà en fait parce que la France, enfin on sait très bien qu'en fait on collectait déjà tout le réseau qui passait sur les câbles sous-marins, donc qui vont au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique, et notamment du coup on était, la France et les écoutes des câbles sous-marins par la France, c'était intéressant, notamment après pour faire des échanges de renseignements avec d'autres États comme les États-Unis par exemple. Voilà. Et dans cette loi, on a vu arriver ou se renforcer tout un discours autour du chiffrement, qui est exactement le même que celui dont Geneviève a parlé, donc des discours anxiogènes sur le chiffrement, qui expliquent que quand on commence à chiffrer ses communications, c'est qu'on a des choses à cacher. Et si on a des choses à cacher, c'est qu'on fait des choses mal, mauvaises. Et donc, du coup, on commence à rentrer dans une logique de suspicion dès qu'on utilise des moyens de chiffrement. Protéger sa vie privée, protéger ses communications, ça devient une raison d'être soupçonné et de voir ses peines augmenter, parce qu'on a aujourd'hui, dans notre système pénal aujourd'hui, des augmentations de peines possibles si on a utilisé des moyens de chiffrement pour commettre un crime ou un délit. Ce qui est donc complètement aberrant, puisqu'il faudrait en fait aujourd'hui que chacun utilise des systèmes de chiffrement pour protéger simplement sa vie privée de façon normale, de même qu'on utilise une clé pour fermer sa porte en sortant de chez soi. Enfin, en tout cas, moi je fais ça en sortant de chez moi. Voilà. Et beaucoup de gens le font. Ça va avec l'idée de pas... Non, c'est pas la même chose que d'avancer masqué dans la rue. On pourra en reparler après, mais c'est des problématiques un peu différentes. Ensuite, alors, bon, sur ces lois, donc il y a beaucoup de pouvoir donné au renseignement, enfin, au service de renseignement, et très peu de contrôle. On a cherché à obtenir comme on a pu, enfin, on a vraiment beaucoup travaillé, essayé de promouvoir le fait d'avoir des contrôles de juges qui seraient habilités secret défense éventuellement, donc de l'autorité judiciaire qui pourrait contrôler un minimum ce que faisait ce que faisaient les services de renseignement. Ça n'a pas été possible. Et donc il y a une commission qui est censée être indépendante, ça reste à prouver vraiment, mais qui a surtout des pouvoirs limités.
la CNCTR, donc la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ça c'est pas très important, qui en fait est censé contrôler ce que font les services de renseignement. En réalité, dans les faits, le Premier ministre demande son avis à la Commission de contrôle sur des techniques de renseignement, excusez-moi. Et la commission de contrôle peut simplement donner son avis. Enfin, elle répond, mais elle doit simplement donner un avis. Et donc, c'est un avis que le Premier ministre décide de suivre ou pas. C'est difficile de savoir... Donc, la commission de contrôle fait un rapport annuel pour dire si, dans l'ensemble, le Premier ministre suit son avis ou pas. On peut avoir des chiffres, mais c'est quand même relativement large. Et c'est pas du tout précis, on ne sait pas très bien dans quel cas ou pas l'avis peut être suivi. Et surtout, si le Premier ministre ne suit pas l'avis, la commission de contrôle n'est pas obligée de saisir la cour administrative pour obliger le Premier ministre à suivre son avis. Donc, en fait, le Premier ministre peut faire un peu ce qu'il veut, et point, quoi. Une fois que les renseignements sont collectés, le Premier ministre... alors, la commission de contrôle a un pouvoir relativement... doit contrôler les renseignements collectés, mais ceux qui sont centralisés... D'abord, elle ne peut contrôler que ce qui a été fait légalement par les services de renseignement. C'est-à-dire que toutes les activités illégales, en fait, elle n'a pas accès. Donc le contrôle, finalement, il est que sur des choses déjà légales, mais on sait très bien que les services de renseignement surfent toujours sur la légalité, et donc, du coup, le contrôle est relativement faible. Ensuite, il y a une partie des renseignements qui sont centralisés dans un service du Premier ministre, donc en fait, s'ils veulent cacher des choses ou les transformer, ils peuvent. Enfin bref, donc du coup le contrôle est quand même relativement difficile à faire pour la commission de contrôle, surtout qu'elle a, en fait, elle le dit, elle n'a pas les moyens humains ni financiers, et donc ça reste un peu difficile. Donc on remet en cause, toute cette loi renseignement remet en cause le droit à la vie privée de toute la population, et porte vraiment atteinte à la liberté de communication et donc à la liberté d'opinion des gens, de toute la population française. Sachant que le recours effectif est à peu près inexistant. En plus, tout est classé secret défense. Il n'y a rien pour contrebalancer ça. Donc, en fait, pour essayer soit de faire des recours contre ça, c'est extrêmement difficile. Donc, voilà. Cette loi a été adoptée. Et quelques mois plus tard, on a appris que un des services de renseignement français, la DGSI, donc la Direction générale de sécurité intérieure, attendez. Je vais prendre mon truc magique. Je suis désolée. A signé un contrat pour... parce qu'il commençait à avoir beaucoup trop de données à analyser, à force de récolter en masse les conversations, les communications ou les données de connexion de toute la population. C'est sûr que ça fait quand même beaucoup de données à traiter. Bon. Et du coup, comme solution, ils ont eu une bonne idée, enfin très mauvaise, qui a été de signer un accord avec Palantir, qui est une boîte américaine. Est-ce que vous connaissez Palantir ? Qui est une boîte américaine, ouais, dont le premier investisseur, c'est le fonds d'investissement de la CIA. Donc Palantir, boîte américaine lambda, donc appartenant à moitié à la CIA, qui va gérer qui gère aujourd'hui, qui traite le flux de données de renseignements français, des Français. On avait déjà vu avec les révélations Snowden que les États-Unis n'hésitaient pas à espionner les États européens. On se doute que via Palantir, je suis vraiment désolée, on se doute que via Palantir, ça n'est pas du tout facilité. Alors,
Geneviève parlait des dérobés des autres nations tout à l'heure, on est en plein dedans. Pour nous, c'est vraiment... Alors, les données sont censées rester en France, mais bon, d'abord, les États-Unis sont un peu implantés en France aussi. Et bon, c'est pas du tout... On n'est jamais sûr En fait, le problème du numérique, c'est qu'on ne sait jamais si les données n'ont pas été copiées. Enfin, c'est difficile de prouver qu'elles n'ont pas été copiées et envoyées ailleurs. Bref, de toute façon, les États-Unis, pour nous, sont clairement... pour nous, c'était vraiment un problème, cet accord. Je suis désolée, je ne pensais pas tousser autant. Alors, ce qu'on a fait, nous, pendant la loi renseignement, pour essayer de limiter les dégâts, c'est déjà d'en parler, de faire une grosse campagne, d'aller voir, de faire de la sensibilisation du public, de faire aussi la sensibilisation des députés qui devaient voter la loi. Et on a évidemment échoué parce que la loi a été votée. Mais là où ça a été un succès, c'est qu'en fait, au tout début des débats, il y avait 1 ou 2 députés qui étaient contre cette loi. Personne ne savait qu'il y avait cette loi qui allait passer. Personne ne savait ce que c'était. À la fin, on avait 20% des députés ou 18% des députés qui ont voté contre. Donc, et il y a eu un vrai débat national, enfin, peut-être pas totalement national, mais il y a eu un vrai débat, la presse en a parlé. Enfin, je veux dire, cette loi n'est pas passée inaperçue. Et finalement, c'est quand même un succès, parce que sinon, on aurait eu une loi extrêmement intrusive qui serait passée comme une lettre à la poste, sans que personne ne le sache. Ce qui est difficile pour nous, c'est que les gouvernements expliquent aux parlementaires qu'ils seraient responsables des prochains attentats s'ils ne votent pas les lois successives qu'ils leur proposent. On se met à la place d'un parlementaire, si on vous dit ça, et qu'il y a un attentat qui se déroule dans les mois qui viennent, c'est un peu mal. C'est très compliqué pour eux de prendre des positions, là-dessus. Donc ça, c'est une première difficulté. L'autre difficulté, c'est que les personnes se mobilisent relativement peu. C'est compliqué. D'abord, elles sont habituées à donner leurs données aux boîtes, à Google, Facebook, Twitter, etc. En plus, le renseignement, il est à peu près invisible pour les gens. Donc il n'impacte pas la vie de tous les jours. Enfin, en tout cas, ça ne se voit pas. Et le discours de la peur fonctionne bien. Si on vous dit, c'est ça ou des attentats terroristes, vous avez un peu le couteau sous la gorge, quoi. Donc, voilà. Et en plus, du coup, on se retrouve dans un effet cliquette, où les gens s'habituent. Au début, nous aussi, en France, quand il y a eu des premières caméras de surveillance, il y a eu des énormes manifs. Aujourd'hui, quand on parle de reconnaissance faciale, les gens disent, bon, ok. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, donc, suite à l'adoption de cette loi, et des autres, on a mis en place progressivement, avec 2 autres associations, un fournisseur d'accès à Internet associatif, FDN. J'ai vu tout à l'heure un sticker de FDN sur un ordinateur. Et la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs, donc qui est une fédération qui regroupe tous les fournisseurs d'accès à Internet associatifs en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Donc avec ces 3 associations, enfin ces 2 associations et la Quadrature, on a créé un groupe de travail qui s'appelle les exégètes amateurs, parce qu'on s'était fait traiter d'exégètes amateurs par un député qui est devenu ministre de la Justice ensuite, qui s'appelle Jean-Jacques Urvoas, et qui nous avait traité d'exégètes amateurs dans la loi renseignement. On avait trouvé que c'était assez sympa. On l'avait repris. Donc, les exégètes amateurs, ce petit groupe de travail qui est composé de juristes et d'informaticiens, et d'avocats, enfin bref, on travaille et pour faire des recours contre ces différentes lois. Et donc, en pratique, on attaque pratiquement tous les décrets de la loi renseignement. Donc, on est en train d'attaquer tous les décrets d'application. En fait, on les a attaqués, on attend les réponses du Conseil d'État qui ne nous répond pas. Le Conseil d'État, c'est la Cour suprême administrative en France. Et comme on savait que ça n'irait pas très vite, on a fait 2 autres procédures devant le Conseil constitutionnel
qui est une cour pour traiter vraiment des problématiques constitutionnelles. Je suis vraiment désolée. Alors on a obtenu plus rapidement 2 succès, qui sont finalement assez mineurs, mais enfin c'était quand même assez important, enfin pas si mineurs que ça sur le coup. D'abord, on a obtenu la censure d'une disposition de 1991 qui était restée dans le droit, dans la loi renseignement, et qui permettait de surveiller toutes les communications hertziennes sans aucun contrôle de personne. Alors les communications hertziennes, en 1991, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, tout est hertzien. On a le Wi-Fi, tout est hertzien aujourd'hui. Donc il y avait la possibilité pour le gouvernement de surveiller toutes les communications hertziennes sans aucun contrôle. Donc ça, on a fait tomber cette disposition. Et il y avait une autre disposition qu'on a fait tomber en août dernier. Excusez-moi. Alors, évidemment, tout allait à peu près bien, et depuis que je parle, mon rhume s'aggrave, je suis désolée. Donc, une seconde fois, en août dernier, on a obtenu qu'une autre disposition soit annulée. C'est une disposition qui avait été adoptée, en fait, récemment, dans le cadre d'une des prolongations de l'état d'urgence, où ils étendaient aussi le champ d'application de l'état d'urgence, et qui permettait de surveiller en temps réel, de recueillir en temps réel les données de connexion de tout un tas de gens, mais aussi donc des personnes susceptibles d'être en lien avec une menace, ce qui est hyper large, ça veut tout et rien dire, d'être en lien avec une menace, mais aussi de leur entourage. Donc vous avez une menace, des personnes susceptibles d'être en lien avec cette menace, puis l'entourage des personnes susceptibles d'être en lien avec la menace. Donc vous avez à peu près toute la France, tout le monde entier, à peu près. Et alors le Conseil constitutionnel a censuré cette notion, cette disposition, mais nous on n'est pas très contents de la façon dont ils l'ont fait, parce qu'ils n'ont pas du tout censuré vraiment, ils ont censuré juste le fait qu'il n'y avait pas de maximum possible pour l'entourage. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est simplement qu'on puisse surveiller maximum 2000 personnes qui seraient l'entourage des personnes susceptibles d'être en lien avec une menace. L'idée, c'est de ne pas pouvoir surveiller la France entière en même temps, mais c'est de pouvoir quand même faire ce qu'on veut, mais juste 2000 personnes maximum en même temps, et pas 60 millions, ou je ne sais pas combien. Bon. Et évidemment, bon, c'était quand même pas mal de le faire censurer, mais là, il y a une loi, je vous ai dit tout à l'heure, qui est en train d'être adoptée, la 6e, loi sécuritaire depuis 2013, et ils sont en train de le remettre avec le fameux contingent, qui n'est pas donné là pour le moment, mais qui doit être décidé par le Premier ministre, tout seul dans son coin, ou à peu près, et qui pourra décider du nombre de personnes qui seront l'entourage qui sera surveillé. Donc on n'est pas très content, mais bon, voilà. Le problème aujourd'hui, petit aparté, c'est qu'on a un gouvernement qui a été élu en juin, et dans la foulée, l'Assemblée nationale a été élue, et il y a 313 députés, je crois, qui sont dans le groupe politique du gouvernement, sur 577, ce qui fait plus de la moitié, ce qui fait qu'en termes de majorité, c'est un peu facile pour eux de faire passer ce qu'ils veulent. Donc pour le moment, on est un petit peu coincé. Donc, dans les autres actions qu'on mène, avec ce groupe des exégètes amateurs, on a aidé une députée européenne des Pays-Bas, donc Sophie In 't Veld, à demander à la commission de contrôle, donc la commission qui contrôle les services de renseignement, enfin, qui ne contrôle pas les services de renseignement, qui contrôle l'utilisation des techniques de renseignement. On l'a aidé à demander si elle était surveillée. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est prouver qu'il n'y a pas de recours effectif pour les Français et pour les Européens sur le renseignement. Donc on peut montrer qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, que les Français et les Européens ne sont pas traités exactement de la même façon, que de toute façon, il n'y a pas de recours effectif. Et
Et donc là, la CNCTR a répondu dans un premier temps en disant qu'elle avait fait les vérifications nécessaires, mais en fait, elle a le droit de dire juste, en fait, elle ne doit dire qu'elle a fait les vérifications nécessaires, elle ne doit pas confirmer ou infirmer la mise en œuvre. Elle doit juste dire, j'ai fait les vérifications, tout va bien. Ça peut dire aussi, vous êtes sous surveillance, mais tout va bien, c'est normal. Bon, super. Donc, elle a saisi le Conseil d'État, la fameuse Cour suprême administrative, et on attend. On attend depuis longtemps, sachant qu'il y a plusieurs mois, le Conseil d'État nous avait mis la pression pour faire un mémoire, pour donner nos arguments plus précisément, dans un délai très serré d'1 mois, ce qui est très compliqué à faire pour une personne seule, qui n'est pas un cabinet d'avocats, qui n'est pas... voilà. Et depuis, il ne se passe rien. Donc, on ne sait pas très bien ce que le Conseil d'État attend. Et alors, on attaque aussi d'autres choses. Je ne sais pas exactement ce que vous avez, vous, comme législation sur la conservation des données. En France, en fait, en Europe, suite aux attentats de Londres et Madrid au début des années 2000, au milieu des années 2000, l'Union européenne avait adopté une directive, une loi européenne, qui permettait les États d'obliger les fournisseurs d'accès à Internet de conserver les données de connexion de tous les utilisateurs de tous les États membres, du coup, de l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne, quoi, c'est quand même 28 pays. Pour faciliter la prévention des infractions, les enquêtes, etc. Notamment pour les crimes graves. Donc il y avait quand même une grosse atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données de toute la population européenne. Et en 2014, il y a eu des recours contre cette loi européenne. Et en 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a annulé cette loi en trouvant qu'elle était disproportionnée et qu'elle permettait d'obtenir des informations beaucoup trop précises sur les habitudes des gens. C'est les lieux d'habitation temporaires ou habituels, les habitudes quotidiennes, les allées et venues, l'environnement social, le réseau fréquenté, enfin vraiment beaucoup de choses, et donc de mettre ainsi toute la population européenne sous surveillance constante. Et en décembre 2016, la Cour a rendu, donc la même Cour de justice de l'Union européenne a rendu un autre arrêt qui confirme, qui s'appelle Télé 2, et qui confirme, et qui même va un peu plus loin, dans sa volonté d'interdire de surveiller toute la population en conservant les données de connexion de toute la population européenne. Sauf qu'en France, nous, comme on est vachement proactifs, on avait des dispositions qui permettaient de conserver les données qui dataient d'avant la loi européenne. Du coup, elles ont été maintenues après. Elles auraient pu, si le gouvernement avait bien fait son boulot, elles n'auraient pas été maintenues, en fait. Elles ont été maintenues, et il a fallu qu'on trouve des moyens de les attaquer, donc ça a été un peu compliqué, parce qu'on a été totalement hors délai. On a réussi à trouver les moyens. Oh, c'est gentil, merci. Bon, ben voilà. Donc c'était un peu marrant parce qu'en fait on était complètement hors délai, donc on a demandé au gouvernement, parce qu'on a trouvé une procédure qui nous permettait de faire ça, on a demandé au gouvernement d'abroger les lois, on lui a demandé de faire ça gracieusement. Évidemment, il ne nous a pas répondu dans un délai de 2 mois, donc on a considéré que c'était un refus, c'était un refus en fait. Et donc on a pu attaquer le refus, on n'a pas pu attaquer en tant que tel les dispositions, on a pu attaquer le refus du gouvernement d'annuler ces dispositions. C'est une autre façon d'attaquer les dispositions. Bon, ça, c'est les petits trucs sur lesquels on s'amuse un peu quand on discute entre informaticiens et juristes pour hacker un peu le droit français. Voilà. Donc ça, c'était en 2015. On attend toujours. Donc on a aujourd'hui toujours, alors que la Cour de justice a bien dit au moins 2 fois qu'on ne devait pas surveiller toute la population en conservant les données de connexion de toute la population, mais en France, on continue à le faire. Alors, on sait
On sait que le gouvernement et les autres États européens sont extrêmement mal à l'aise sur les arrêts de la Cour de justice, parce qu'ils veulent pouvoir continuer à conserver les dispositions, enfin les données de connexion de la population pour leurs enquêtes judiciaires normales, mais pour surveiller les gens aussi, probablement. Et donc ils cherchent vraiment des solutions entre eux. On sait qu'ils sont en train de discuter vraiment pour trouver la façon dont ils vont contourner les décisions de la Cour de justice. Donc on attend, on est un peu inquiet. Mais d'un autre côté, nous, on a attaqué le gouvernement devant le Conseil d'État, donc cette fameuse Cour administrative suprême. Et le Conseil d'État, il est censé être quand même relativement indépendant du gouvernement. On sait bien qu'il ne l'est pas complètement. Il n'aime pas qu'on dise ça, donc si les Conseils d'État me regardent un jour, je suis désolée de les blesser, mais je ne suis pas très désolée en fait. Mais ils ne répondent pas, et on pense qu'ils attendent quand même, enfin, étant donné les délais, là ça fait quand même plus de 2 ans, on pense qu'ils attendent de connaître la stratégie du gouvernement sur ces problématiques de conservation des données, sur ces problématiques de surveillance, pour nous répondre. Et on pense que c'est le cas à la fois sur les problématiques de recours individuel de la députée européenne, mais on pense que c'est aussi le cas pour la conservation des données de la population française. Enfin, quand je dis la population française, c'est la population qui réside en France, en fait, et qui a des données de connexion en France. Donc voilà, voyez, voilà, donc je vous ai un peu brossé le tableau de la surveillance étatique en France, où avec une surveillance avec des lois qui sont très verrouillées, des cours administratives dont l'indépendance n'est pas tout à fait prouvée, des débats qui sont extrêmement compliqués, à la fois sur le chiffrement, à la fois sur la sécurité, etc. Et donc on a énormément de mal, nous, à lutter contre cette surveillance étatique. On sait aujourd'hui que le gouvernement travaille à un projet d'identification biométrique des citoyens français, probablement des citoyens français, mais aussi de toutes les personnes qui entrent en France, ce qui n'est pas hyper sympathique non plus. Donc on a les espoirs nos espoirs sont souvent européens. On a cette chance d'avoir ces 2 niveaux, en fait, France-Europe. Enfin là, en l'occurrence, c'est une chance. Parce que en fait, nos succès et nos chances d'arriver à obtenir des censures de la surveillance sont plutôt soit via la Cour de justice de l'Union européenne, soit via la CEDH. Je ne sais pas si je vous refais un cours de droit européen, mais c'est 2 cours de justice. Il y en a une qui est vraiment sur l'Union européenne et l'autre qui ne traite que des problématiques de droits de l'homme, et qui est plus large que l'Union européenne. Donc voilà. Nous, et en fait, j'allais un peu ce qu'on essaye, nous, de promouvoir pour essayer d'avancer là-dessus, c'est déjà ce que disait un peu Geneviève, en fait, c'est à peu près les mêmes recommandations, c'est-à-dire se protéger soi-même, déjà. Apprendre à le faire, c'est effectivement assez contraignant, mais on peut apprendre si on est motivé, on peut apprendre à le faire et ça peut marcher. En fait, ça marche bien. Et même si on sait que ce n'est pas parfait, le fait de se protéger, qu'il peut toujours y avoir des failles, ça rend plus difficile la surveillance, en tout cas. Donc voilà, et puis en fait, quand on se protège soi, par exemple, quand on chiffre ces données, on peut aussi... en fait, si on est tout seul à avoir notre clé GPG dans notre coin, ça ne sert à rien, parce qu'on ne peut pas chiffrer avec les autres personnes. Donc plus on est nombreux à pouvoir chiffrer, plus on peut se protéger aussi les uns les autres, ce qui est quand même pas mal. Voilà. C'est d'en parler, d'en parler autour des uns et des autres, de se renseigner. Donc voilà, c'est vraiment, moi j'ai à peu près les mêmes recommandations que Geneviève, je pense qu'on a tous les mêmes. Donc je ne vais pas toutes les refaire, mais j'étais vraiment d'accord avec les siennes. Bon après voilà, j'ai pas du tout traité du lien entre la surveillance étatique et la surveillance privée, mais je pense que Geneviève l'a pas mal fait, on pourra peut-être voir ça pendant les questions aussi. Après, voilà, je pense que j'ai pas mal brossé l'état de la surveillance en France, qui n'est donc pas fameuse. Alors, ce que je pourrais quand même juste dire, et ce qui m'a interpellée pendant la présentation de Geneviève, c'est le fait que c'est sur l'obligation de donner les mots de passe. Nous, on est en train de lutter
énormément contre ce genre de disposition. Ça fait 2 fois que le gouvernement essaie de le mettre. En fait, dans une loi qu'il avait fait passer en juin 2016, il avait essayé d'obliger les gens à donner leurs identifiants sur demande du Premier ministre. Ils n'avaient pas défini exactement ce que c'était que les identifiants, donc il y avait des interprétations qui disaient que c'était juste les identifiants, donc le nom qu'on utilise pour ses mails ou sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui disaient non, mais c'est évidemment les identifiants et les mots de passe. Bon, c'était de toute façon pas clair, et de toute façon ça avait été censuré au Sénat. Et c'est revenu dans le projet de loi qui est en train d'être discuté, le fameux 6e projet de loi depuis 2013, là, qui est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement l'a remis en précisant qu'il n'y aurait que les identifiants, sachant que les identifiants peuvent leur permettre de cibler beaucoup de surveillance autour quand on récolte, notamment via les fameuses boîtes noires qui récoltent absolument toutes les données de tout le monde. Ça permet de mettre des indicateurs, en fait, des cibles, de choses à surveiller, donc de réseaux entiers à surveiller autour de ces identifiants-là. Donc c'est déjà pas mal pour les services de renseignement. Et surtout, comme disait Geneviève tout à l'heure, souvent les gens n'utilisent pas soit des mots de passe hyper intelligents, soit ils réutilisent pas mal les mots de passe. Donc il suffit, si on cible vraiment quelqu'un et qu'on a ses identifiants, c'est plus facile d'obtenir ces communications après, afin de trouver ensuite comment y accéder. Donc du coup, voilà. Donc voilà, donc on lutte énormément contre ce type de dispositions. Et là, le gouvernement vient de le faire passer à l'Assemblée nationale. Donc il va y avoir un débat la semaine prochaine en séance plénière, et on espère, avec pas beaucoup d'espoir, que ça ne passera pas. Mais c'est le genre de choses, contre lesquelles on lutte énormément, parce que pour nous, ça remet en cause énormément de choses. La vie privée, certes, mais ça remet aussi en cause le droit de la défense, le droit à une défense équitable, et surtout le droit de ne pas s'auto-incriminer. C'est-à-dire le droit de se taire quand vous êtes suspecté de quelque chose, de ne pas avoir à vous auto-incriminer vous-même dans le cadre d'une procédure contre vous, administrative, judiciaire, n'importe. Et ça, c'est extrêmement important de conserver ce genre de droit. Et là, c'est une remise en cause profonde de ce droit-là. Et le problème, c'est qu'en France, on voit la façon dont ça se passe. On fait passer un tout petit truc au nom du terrorisme, on va faire passer ça, et puis en fait, après, ce ne sera plus au nom du terrorisme, mais ça va être effectivement sur toutes les personnes qui rentrent, qui passent aux frontières, à l'aéroport ou autre. Et voilà, et donc ça va s'étendre progressivement, et on part d'un tout petit truc sur le terrorisme, où on se dit, ouais, mais pour le terrorisme, en même temps, le mec, il est terroriste, alors bon, il peut bien donner ses identifiants, parce que comme ça, on pourra se protéger mieux. Et en fait, à la fin, il va y avoir la population entière qui va devoir donner ses identifiants, et qui sera, du coup, où il n'y aura plus du tout d'anonymat possible sur Internet. Et l'anonymat, on le sait, est un des moyens d'avoir la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et donc, nous, on essaye de défendre extrêmement ce genre de choses. On pense que ça va passer en France, et je pense que ça fait partie des choses qu'on attaquera si ça passe la semaine prochaine. Enfin non, parce qu'après, il y aura encore des discussions avec le Sénat pour voir s'ils sont d'accord ou pas sur le texte. On espère que le Sénat sera un peu plus protecteur là-dessus et ne laissera pas ça passer. Voilà, pour faire un lien entre voilà, ce qui m'a interpellée pendant la conférence, la présentation de Geneviève. Je suis désolée pour mes quintes de tout et autres. Voilà, j'espère que ça n'a pas trop dérangé quand même mon propos.